exemple, de la trajectoire. Avec quelque chose qui pourrait plus correspondre un petit peu à ce que vous êtes à même de rencontrer, c'est-à-dire des gens qui ont eu des traumas. Souvent, quand les gens consultent, c'est parce qu'ils ont eu des expériences difficiles puis ils ont de la misère, sont pris dans des impasses par rapport à ces expériences-là. Où il y a eu des traumas, puis on va le voir dans une formation ultérieure, là, mais sans rentrer tout dans les traumas, mais il y a quand même quelque chose à comprendre avec les traumas. Parce que ça ne se peut pas, une vie sans trauma, ça n'existe pas. Une vie sans drame, ça n'existe pas. On a tous nos... On peut appeler ça des défis, mais on a tous nos expériences, en tout cas, qui sont complètement déstabilisantes, qui nous font un peu perdre pied, auxquelles on cherche à s'adapter, puis c'est pas toujours évident. Et souvent, les gens sont coincés. C'est pour ça que vous avez une longue formation sur les émotions, parce que souvent, les gens sont coincés là. C'est souvent dans les émotions qu'on est coincé. Puis les émotions sont souvent supportées par les cognitions. Et c'est là qu'on est pris habituellement. Et souvent, ça va découler de certaines expériences de vie auxquelles on a accès parce que, bon, on se souvient de l'expérience ou auxquelles on n'a pas accès parce que c'est arrivé très tôt dans notre vie et on n'a pas été capable de comprendre le sens de tout ça. C'est pour ça aussi dans la documentation sur la partie exclusion, vous allez avoir aussi vous avez une liste d'impacts et de conséquences parce que c'est souvent ça qui va amener les gens à vous consulter. Fait qu'on prend un autre exemple qui est plus empreint d'embûches. Donc, on en retourne à notre trajectoire de vie ici. Et là, on a un bébé qu'on va appeler L. Bébé L, tantôt W c'est un gars, fait que L, ça va être une fille. Elle vient au monde. Et là, on n'a pas le même départ de vie. Elle vient au monde de façon prématurée, donc quand même assez en avance. Et si c'est une fille, suffisamment en avance pour avoir des problématiques de santé. Donc, on a un bébé ici, prématuré en avance. Donc, ce bébé-là va passer quand même un certain temps à l'hôpital. On a un bébé aussi qui est hospitalisé. Hospitalisé. Bien, qu'est-ce que ça fait, un bébé hospitalisé? Ça fait en sorte que le contact parent est plus limité et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de soins. L'équipe soignante, elle est quand même assez présente autour de cet enfant-là. Donc, ici, on a beaucoup d'adultes, en tout cas de soignants, qui sont autour. Fait qu'on a des soignants. On a beaucoup de soins. Fait que les besoins ne sont pas obligés d'être toujours communiqués. Ils sont souvent répondus d'avance. Quand on a un stade de prématuration, dépendamment du stade de prématuration. Mais s'il y a beaucoup de précarité, puis il y a l'enfant est à risque, beaucoup, le bébé est très à risque, les soins vont arriver tout de suite. Là. Fait que le manger, tout va arriver. Fait que le bébé, il n'est pas capable de communiquer et il n'a pas besoin de communiquer. Fait qu'il y a quelque chose qui commence à s'installer là, sur l'expression de soi puis les attentes envers les autres. Ça s'installe là. Je vais m'attendre, en quelque sorte, à ce que les gens s'occupent de moi et qu'ils prennent soin de moi, parce que moi, c'est ce que je connais et je ne sais pas comment exprimer ces choses-là. Donc, bébé finit par aller à la maison, mais ici, on a un bébé qui est hospitalisé, qui a des problèmes de santé. Fait qu'on peut avoir, je dis n'importe quoi, on peut avoir un bébé, on a un bébé qui a des problèmes cardiaques, donc dont le développement est un peu plus précaire. Donc, on a un enfant qui, disons, durant le temps du développement, 0,5 ans, où on va avoir beaucoup de périodes on va avoir un suivi médical intense. Puis quand on a un suivi médical intense, puis qu'on a un bébé qui a besoin de plus de soins parce qu'il est plus malade, bien, on a souvent des parents qui vont être portés à s'occuper davantage de ce bébé-là. Donc ici, on va avoir des soignants et ici, on va avoir des parents qui sont très présents, enveloppants, sécurisants, très soignants. Parce qu'on a un bébé qui est malade. Donc, le portrait de départ, c'est j'ai des enjeux de santé, je suis en état de survie fréquent. Bien, être en état de survie, si ça vous est déjà arrivé, vous avez frôlé la mort, vous avez eu peur d'un accident, quelque chose comme ça, il s'est déclenché un système d'alarme à l'intérieur. Le système d'alarme qui dit « fais quelque chose, assure ta survie ». Donc, il y a un état d'hypervigilance puis d'alerte interne. On va le voir aussi beaucoup chez les gens qui vivent des agressions, qui ont connu la guerre ou qui connaissent la guerre, des gens qui ont été abusés, des gens qui ont été séquestrés,
des gens qui ont été témoins de grands drames, où est-ce qu'il y a quelque chose, il y a le système d'alarme qui ont frôlé la mort. Le système d'alarme interne s'active et là, il y a un état d'hypervigilance qui s'installe. Et si ça dure longtemps, donc par exemple, des enfants qui ont été abusés pendant beaucoup d'années par des personnes qui connaissent, c'est encore pire parce qu'il y a quelque chose au niveau du rapport, il y a une confusion qui s'installe. Il y a quelque chose qui se perdure dans le temps. Donc, l'état d'hypervigilance, de ne pas savoir qu'est-ce qui va arriver quand, si je vais être correct, si je vais survivre, si je vais bien aller, si je suis en danger, si je ne le suis pas. L'état d'alerte va rester autant aussi longtemps que. Il y a des guerres dans le monde, il y en a toujours eu, des guerres civiles, il y a différents types de guerres. Bien, les gens qui connaissent ces périodes-là de guerre vont rester souvent en état d'alerte pendant un certain temps. Et tant que l'état sanitaire n'est pas levé dans ces endroits-là, bien, les gens sont sur leur garde. Et quand ça s'est levé, puis qu'on sait qu'on est dans un retour au calme, puis qu'on est, en guillemets, en sécurité, bien, l'État va se perdurer un bout de temps. Les gens vont dire, bien, les militaires, si vous avez déjà vous avez à intervenir, ça aussi, on va l'entendre. Il y a quelque chose dans l'ordre de... ben, c'est important que tu battes tes pas, c'est important que tu fasses attention. Fais attention, tu ne sais pas qui pourrait arriver par où. Il y a quelque chose qui reste dans le... Il peut y avoir une menace à tout moment. Parce que ça s'est perduré dans le temps. Fait que plus ça dure longtemps, plus l'état de vigilance est là. Donc, si tu es venu au monde avec ça, ton état de vigilance est arrivé. Et il y a quelque chose dans le « je suis fragile ». Un message que tu reçois de ton système interne, mais il y a un message qui te provient aussi de ton extérieur où, parce qu'on te donne énormément de soins, parce que tu es souvent suivi par des médecins, il y a quelque chose où on se dit, tu es peut-être un peu fragile. Ça peut facilement mettre la table pour des gens qui vont se positionner en victime dans la vie. Parce qu'il y a cette compréhension-là qui est venue d'emblée. Donc, on a un bébé L qui a beaucoup de soins. Bien, qu'est-ce qui arrive aussi avec les bébés qui sont malades? Bien, généralement, ils ont beaucoup d'attention, ils ont beaucoup de soins, puis ils n'ont pas nécessairement besoin d'exprimer leurs besoins. La réponse est là, systématiquement. Donc, elle se développe dans ce milieu-là et elle arrive à l'âge de 5 ans. Et qu'est-ce qui arrive à 5 ans? Bien, c'est l'entrée scolaire pour elle aussi. C'est pas juste l'entrée scolaire pour W. Fait qu'on a l'entrée scolaire. Et on a les mêmes enjeux. Donc, je passe d'un milieu qui est très cocon, tu sais, un petit cocon rassurant, une petite bulle affective, où je suis hyper protégée. Et j'en vais dans un milieu où je dois comme m'adapter parce que je suis une parmi d'autres. L'attention n'est pas que sur moi. Ici, l'attention est que sur moi. Ici, non. Parce qu'il y a plein d'autres enfants. Je ne suis pas la seule qui est en besoin particulier. Ça va vite, ça bouge. Fait que j'ai les mêmes insécurités, mais j'ai en plus des frustrations puis des incompréhensions. Pourquoi on n'est pas en train de s'occuper de moi? Puis on s'attend que je communique mes besoins, puis je ne sais pas comment faire, parce que je n'ai pas eu besoin de le faire avant. Puis ici, j'avais plein d'attention, puis j'en ai presque plus. Donc, les stratégies d'adaptation ne seront pas les mêmes que W. Les stratégies d'adaptation ici vont être en fonction du fait que je vais être à la recherche de ça ici. Fait que je vais probablement me désorganiser pour une recherche d'attention. Parce que c'est ce que je connais. Or, à l'école, je ne vais pas nécessairement le recevoir. Puis si je le reçois, ça ne sera pas nécessairement positif. Parce que les enfants qui recherchent beaucoup d'attention à l'école, des fois, ils ont tendance à se désorganiser ou à avoir des comportements qui sont moins bien tolérés dans les écoles parce qu'il y a trop d'enfants, puis ça bouge beaucoup, puis le ratio adulte-enfant fait en sorte que je ne peux pas donner autant d'attention à tout le monde. Donc, il va y arriver, il va y avoir l'arrivée des plans d'intervention, il va y avoir l'arrivée des punitions, des conséquences. On va essayer de moduler le comportement. Donc, ici, elle va vivre une certaine forme de confusion parce que à la maison, j'ai plein d'attention sans le demander. Et à l'école, même quand je le demande, j'en ai pas. Puis quand j'en ai, c'est de l'attention négative.
alors elle va avoir une tendance à être dans une position où c'est ça ou ça. Commence à comprendre que je suis une victime, je suis fragile, et dans la vie, il y a les deux extrêmes. On est un peu dans le tout ou rien. Il y a quelque chose qui est en train de s'installer ici. On parle des conséquences collatérales, là. C'est ça un petit peu qui est en train de s'installer ici. On continue la vie, mais elle est encore en développement. Son corps n'est pas complètement solidifié. Tout n'est pas fini de se développer. Donc, pendant quelques années, jusqu'à environ l'âge de 8 ans, elle aura un suivi médical serré. Alors que les amis, eux, sont en train d'aller jouer, sont en train de faire du sport parce qu'on se rappelle ici, on a une condition qui est cardiaque. Donc, elle ne peut pas faire d'activité sportive. Fait qu'à la base, elle vit de l'exclusion un petit peu. Parce qu'elle ne peut pas faire partie du groupe sportif. Pas le droit d'intégrer les cours d'éducation physique. Fait qu'il y a quelque chose où, whoop, il y a une mise à l'écart. Donc, chez les autres enfants, on ne comprend pas. On est comme, mais pourquoi toi, tu es différent de nous? Pourquoi toi, tu as des privilèges qu'on n'a pas? Parce que c'est perçu comme un privilège très souvent. Bien, si toi, tu ne peux pas jouer avec moi, ça veut dire. Fait qu'il y aura un contexte qui favorise de l'exclusion sociale. Et on se rappelle que l'exclusion sociale, ça a un lien direct avec l'estime et la confiance. Et le rapport à la confiance à moi, mais la confiance aux autres aussi. Il y a dans la confiance sociale, dans tout ça. Quand je retourne à la maison, j'ai des suivis médicaux, puis j'ai des soins. Je m'en vais à l'école, je suis ignorée, j'ai de la misère à me faire des amis parce que je me désorganise, j'obtiens une attention négative à cause de mes comportements. Alors, j'ai de la misère à me sentir aimée, acceptée et intégrée. Et ici, j'en reviens ici, on a un enfant qui est prématuré. Fait qu'on va y rajouter, souvent, ce qu'on va voir aussi avec ça, c'est peut-être une difficulté de compréhension. Peut-être qu'il y a un handicap visuel ou un handicap auditif qui s'est joint à ça, qui va venir affecter la capacité d'apprentissage, ou en tout cas l'intégration scolaire. Fait que ça, c'est tous des facteurs, on revient à la défavorisation, le cumul de désavantages, ce sont tous des facteurs qui vont faire en sorte que les autres ne voudront peut-être pas jouer avec puis s'intégrer, va être plus à même de vivre de l'exclusion sociale, aura une réponse négative des adultes ou une réponse hyper positive des adultes. Donc, ça renforce l'idée qu'il y a eux ou eux, qu'il n'y a pas ça ici. Fait qu'on a tendance à réfléchir en termes d'extrême. Et quelle est ma position à moi dans la vie? Parce que ici, je n'ai pas ma place puis je suis excluse. Et ici, j'ai toute la place. Qu'est-ce que je fais? Donc, il y a une compréhension qui embarque ici dans la notion de quand je suis malade ou quand je suis en difficulté, on prend soin de moi. Et quand je suis régulière et dite normale, ça ne passe pas. Même si je le demande puis je le cherche. Fait que là, on a quelqu'un qui est en train de se développer, sachant pas trop comment être. Donc, les habiletés relationnelles, les habiletés sociales, la capacité de gérer les émotions, les stratégies d'adaptation, les mécanismes de défense, c'est pas ça qui va beaucoup favoriser son inclusion. Ça va venir influencer toutes ses relations, ça va venir influencer toute sa façon de gérer la relation parce que vas-tu être celui qui va me rejeter ou vas-tu être celui qui va m'accepter? Vas-tu prendre soin de moi ou vas-tu me rejeter? Parce que la compréhension est, dans le rapport aux autres, c'est que tu prends soin de moi ou tu me rejettes. Ça va venir influencer tout ça ici. Donc, à partir de 8 ans, on a un enfant ici qui n'a pas vraiment eu de relation sociale parce qu'il ne pouvait pas faire de sport, il ne pouvait pas aller jouer, etc., puis il y avait des suivis médicaux. Donc, il y a un sentiment d'isolement. Les impacts, je les ai mis en bleu, je m'excuse. On a un sentiment d'isolement qui est grand. On a un sentiment de solitude qui est grand. Qu'est-ce que ça fait quand tu as 8 ans, puis tu regardes les autres, puis toi, tu ne peux pas être comme les autres, puis tu ne peux pas faire comme les autres? Bien, ça crée un sentiment de rejet et ça crée énormément de peine, de colère, de déception, de honte. Et là, on est dans un espace émotif, affectif qui est très négatif. Bien, comment on réagit quand on a honte, comment on se comporte quand on se sent coupable, comment on se comporte quand on est frustré, comment on se comporte quand on sent qu'on est injustement traité ou que la vie est injuste avec nous, comment on se perçoit. On se perçoit en victime, on perçoit les autres en bourreau, on se sent démuni, on se sent impuissant. Bien, qu'est-ce qu'on fait quand on se sent comme ça? On cherche à gagner du pouvoir
ou on cherche à donner son pouvoir. C'est difficile, l'entre-deux dans ce temps-là, parce que tout est dans des camps comme ceux-là. Ça met la table à des difficultés au niveau de la personnalité aussi. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer qui est dans la matière du tout ou rien, des extrêmes, de la victimisation. Il y a comme un modèle qui est en train de s'incruster comme ça. Souvent, là, je vous parle de trucs qui sont biologiques, mais ça répète la personne vient au monde d'un parent qui a consommé, la personne arrive dans une famille où elle était non désirée, le père a quitté, où la mère l'a abandonné. On pourrait avoir une blessure d'abandon à la naissance, on pourrait avoir des parents où il y a beaucoup de consommation dans la maison, on pourrait avoir l'enfant vient au monde dans une famille où il y a énormément de violence, on pourrait avoir un enfant que le parent est mort en couche, on pourrait avoir plein de scénarios. Mais vous comprenez le principe que, quand quelque chose qui s'installe, moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est ce qu'on vit, ce qui nous arrive a des impacts et des conséquences et à cela, on réagit. Et ce sont les réactions et les pensées qu'on développe qui sont supportées par nos émotions qui vont faire en sorte qu'on va s'intégrer ou non, qu'on va avoir la facilité à être en relation ou non, qu'on va être bien avec soi-même ou non, qu'on va être bien avec les autres ou non. Puis ça, c'est les événements de vie qui vont... Et plus sont arrivés très tôt dans la vie d'un individu, plus sont aggravants. Parce qu'ils développent aussi la personnalité. Ils ne font pas juste développer les cognitions, ils développent aussi les traits de personnalité. Les mécanismes de défense, les stratégies d'adaptation, c'est ici, là, c'est dans le 0,15 à peu près que ça va se développer. Puis on va empirer, OK? Donc, on a une personne qui est un peu plus fragilisée, qu'on a dit que les habiletés sociales relationnelles, c'est un peu plus complexe. Donc, à l'âge de, disons, 12 ans, à l'entrée au secondaire, elle se fait des amis. Parce qu'au secondaire, le sport, tu sais, il y a des choses qui tombent. Il y a certains loisirs qui vont tomber pour certaines personnes. Donc, elle, puis parce qu'il y a plusieurs écoles qui reviennent, il y a des gens qui ne connaissent pas elle. Elle réussit à se faire des amis, de nouveaux amis. Mais puisqu'elle n'a pas confiance, puisqu'elle est dans le doute, puisqu'elle a des stratégies d'adaptation qui sont moyennes, qui est d'une recherche d'attention qui est négative, va s'associer avec des gens qui sont aussi dans ce schème-là. C'est normal. On a tendance à s'associer à nos semblables. C'est tout à fait logique. Tout le monde fait ça parce qu'on se sent accepté puis on se sent compris. Donc, ici, on va avoir une tendance à aller vers des gens qui ont des comportements qui sont un petit peu plus hors normes, des comportements qui vont être moins bien reçus dans le cadre scolaire. Donc, elle va s'associer avec des gens qui vont avoir une tendance peut-être à essayer la conso, ou en tout cas l'alcool, à essayer quelque chose. Des gens qui vont avoir des comportements qui sont plus dérangeants, parce qu'ils ont les mêmes stratégies d'adaptation, des comportements dérangeants, associés avec des gens qui ont des problématiques au niveau des habiletés sociales et relationnelles, parce que c'est là qu'elles se situent. Si ça aurait été une blessure d'abandon, on aurait arrivé à quelqu'un qui cherche son semblable. Tout est pareil, là. On cherche à s'associer parce que nos stratégies d'adaptation vont attirer des gens qui ont les mêmes stratégies d'adaptation. Normal. Donc, elle se fait un ami, tout ça, et elle, de par sa position où elle se perçoit comme une victime, bien, elle va avoir tendance à s'associer à des victimes, à des sauveurs ou à des bourreaux. Donc, quelqu'un qui va venir me sauver parce que c'est tout ce que je connais, je ne pense pas que je suis capable de le faire tout seul. Je suis une victime de quoi? Bien, des autres. Parce qu'ici, on ne m'a pas accepté. Fait que ça prend ça pour confirmer qui je suis. Donc, ici, elle est à risque de rencontrer des prédateurs. À 12 ans, ton corps se développe, on est ailleurs. Fait que donc, ici, dans sa trajectoire de vie, elle s'est associée à des gens, puis ils ont essayé un peu la conso, puis un petit peu la délinquance, parce que l'école n'est pas très importante quand tu n'as jamais eu une expérience positive à l'école. Tu y vas parce que tu n'as pas le choix. La loi a dit. Mais tu n'y vas pas parce que tu en as envie, parce que ton expérience est négative. Fait que tu vas à l'école par obligation. Fait que pour y trouver ton compte, parce que tout le monde cherche à tirer satisfaction de sa situation. Fait que tu vas aller faire ton social à l'école. Tu vas aller développer autre chose que le volet académique, parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Donc ici, on a elle qui veut développer un réseau social parce qu'elle n'en a jamais eu. Fait que c'est hyper important. Alors, elle va s'associer à peu près à n'importe qui veut bien s'associer avec. Donc, elle est à risque de beaucoup de choses. Donc, à un moment donné, dans sa trajectoire, elle se fait des amis, etc. Et ces amis-là aussi, ils rencontrent des amis. Puis, on est rendu à peu près à l'âge de, disons, 14 ans. Et qu'est-ce qui peut y arriver? Se violer.
un viol de quelqu'un dans ce groupe-là. C'est sa première expérience sexuelle. Puis c'est quoi les impacts? Qu'est-ce qui arrive? Comment tu te sens quand quelqu'un prend possession de ton corps sans ton consentement? Comment tu te sens quand quelqu'un abuse de toi? Comment tu te sens quand tu perds complètement ton pouvoir? Comment tu te sens quand la chose la plus précieuse pour toi, quelqu'un te l'a volée? Comment tu te sens? On retourne ici. Démuni, anxieux, triste, injustement traité, frustré, honteux, colérique. Et qu'est-ce que ça dit de toi? Bien, que tu es une victime. Et à ce moment-là, c'est vrai. Mais tu le pensais déjà. Puis qu'est-ce que ça dit du monde? Bien, le monde est menaçant et dangereux. Parce que tu le pensais déjà, puis là, c'est dans la confirmation. Ça vient te valider quoi aussi par rapport à toi? Bien, je ne suis pas OK. Et là, on tombe dans une boucle. Là. On vient renforcer tout ça. Bien, qu'est-ce qui va arriver? Comment tu vas faire pour t'adapter à ça? Tu vas te désorganiser. Bien, si ta stratégie d'adaptation, c'était de consommer ou de boire, tu vas le faire davantage. Si c'est de manger, tu vas le faire davantage. Si c'est de fumer, tu vas le faire davantage. Si c'est de magasiner, tu vas le faire davantage. Si c'est les écrans, tu vas le faire davantage. Tu vas faire davantage de ce qui t'apaise. Un peu logique quand on y pense. Alors ici, on avait dit qu'elle avait une tendance à des comportements plus déviants. Bien, pas déviants. Plus délinquants, un petit peu qu'on avait dit, là, tendance à être hors norme, désorganisé, puis qui avait une tendance un petit peu à essayer la conso. Ça va être davantage. Qu'est-ce qui arrive quand tu consommes beaucoup puis que tu es dans un espace affectif qui est hyper négatif parce que tu vis des gros drames puis que tu connais que ça ou presque? Mais là, à un moment donné, ici, là, on a un enfant qui, son corps va bien. Est-ce que pensez-vous que les parents ont continué de juste s'occuper de cet enfant-là? Mais non! Tu vas bien, je vais aller travailler, je vais aller vivre ma vie, je vais m'occuper de ma maison, je vais aller faire autre chose, puis je vais te laisser te développer. Et là, on a un sentiment d'abandon. Vous vous occupiez beaucoup, beaucoup de moi. Vous étiez les seuls qui s'occupaient de moi. Vous vous occupez plus de moi. Vous m'avez envoyé dans un milieu où les gens me négligent puis qui me rejettent. Puis en plus, ça fait en sorte qu'il n'y a plus personne pour me protéger. Fait que j'ai été la victime d'un prédateur. Qu'est-ce que ça crée comme cognition, comme image de soi, comme image des autres? Le doute, la confusion, la peur, l'insécurité, l'angoisse, la frustration, la méfiance, l'incertitude, la victimisation, la fragilité, la précarisation. C'est ça que ça fait. Mais comment tu agis quand tu es dans cet espace-là? Tu fais autodestructeur. Tu fais des choses qui t'autodétruisent. Tu acceptes à peu près n'importe qui dans ta vie. Fait qu'ici, on pourrait dessiner une trajectoire de vie où il va y avoir des gens néfastes dans la vie de cette personne-là. Il va y avoir des choix de vie. Mais si cette personne-là devient parent, si cette personne-là devient travailleuse, si cette personne-là devient... Ça va être compliqué parce que les stratégies qui ont été développées, c'est la désorganisation, l'opposition, la conso. Parce que c'est pas quoi faire. Parce qu'elle l'a pas appris. Puis elle a appris ça ou ça. Fait que là, on aurait pu faire une trajectoire d'abandon. On aurait pu faire une trajectoire de trahison. On aurait pu faire une trajectoire de violence. On en parlait à un moment donné de la violence. C'est la même chose. Tu nais dans un environnement violent, qu'est-ce que tu penses? Bien, il y a ça ou ça, tu subis ou tu agis. Qu'est-ce que je vais faire? Tu viens dans un environnement où il y a beaucoup de consommation, drogue, alcool, peu importe. Bien, il y a ça ou ça. Qu'est-ce que je vais faire? Puis si les deux le font, c'est mélangeant. Puis là, tu arrives après ça dans un environnement où les gens sont sobres, tu ne comprends plus. Être sobre, c'est être sérieux. Consommer, c'est... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Compliqué. Et là, va se développer toutes sortes de stratégies d'adaptation pour essayer de composer avec tout ça. Fait que la trajectoire de vie, c'est très simple, hein, en réalité. C'est tous les événements qu'on a vécus qui nous ont impactés. Et là, il faut faire la liste des impacts. Parce que ces impacts-là, ils parlent des besoins. De quoi a besoin cette personne-là? Bien, d'abord et avant tout, de sécurité affective, physique, morale. Besoin d'amour, besoin de compréhension, besoin de reconnaissance, besoin de développer son affirmation, sa gestion des émotions, développer des habiletés sociales, des habiletés relationnelles, besoin d'apprendre à s'affirmer, besoin d'apprendre à se responsabiliser, d'apprendre à changer sa perception, besoin... C'est sans fin. Qui va y montrer? Personne là va se ramasser dans votre bureau probablement. Ou les gens de son entourage. Puis là, ça va pour violence, dépendance... Peu importe, ça peut être abandon, c'est la même chose. Relations dysfonctionnelles, abus sexuels, trauma, suicide dans la famille, peu importe. Drame. Drame. Ben,
plus il y a de lignes où ce qu'on peut mettre des drames et des tragédies, pardon, et plus on fait l'inventaire de tout ça, plus on comprend qu'il va y avoir des mécanismes qui vont se mettre en place pour essayer de s'apaiser. Là, vous avez la liste des besoins. Fait comment on intervient? On regarde les conséquences des traumas. On n'a pas besoin d'explorer tous les traumas. Il faut comprendre les conséquences des traumas parce que ceux-là sont révélateurs des comportements d'aujourd'hui, des choix de vie d'aujourd'hui. Et à ça, on regarde quels sont les besoins qui sont encore restés en suspens que tu dois apprendre à répondre toi-même. Fait que ça, c'est le travail qu'on va faire avec les clients. Quand on parle d'exclusion, je fais le lien avec l'exclusion. L'exclusion, c'est qu'ici, ça peut mener à... Ici, l'intégration dans la macro-société est très, très, très difficile. Je vais m'accrocher à mes micro-sociétés, mon petit environnement. Si c'est une trajectoire d'abandon, on va faire l'inverse. La micro-société est inquiétante et dangereuse parce que les autres, ils vont partir n'importe quand. Je vais m'accrocher à ma macro. Des gens qui vont être hyper performants, hyper productifs parce qu'ils vont être à la recherche de quelque chose parce que la société va me sécuriser. Ce n'est que des mécanismes d'adaptation. La trajectoire de vie, c'est ça. Quelles sont les expériences, les drames, les traumas qui ont été impactants? Impactants comment? Et comment on s'est adapté à ça? C'est quoi les dommages collatéraux? C'est quoi les émotions qui sont prises? C'est quoi les cognitions qui sont prises? Je vous ai fait état des pensées. Et quels sont les besoins qui sont non répondus? Je vais aller rapidement là, dans les impacts et les conséquences juste pour que vous puissiez explorer votre documentation.